Voici ma fille paresseuse et grosse. Mon père s'est moqué de moi devant 200 invités. Puis son téléphone a sonné. Monsieur, Amélie Dubois est notre VVIP? Il a craché son vin à travers la table, m'a fixé. Et son visage est devenu blanc. J'étais près du bord de la salle de bal quand tout a commencé à s'effilocher. Les lustres au-dessus de nous diffusaient une lueur dorée et chaleureuse, le genre de lumière qui rend tout plus doux qu'en réalité. Dehors, la neige se pressait contre les fenêtres en vagues lentes, assourdissant le monde. À l'intérieur, l'orchestre jouait quelque chose de doux et d'ancien, et chaque invité semblait vêtu de nuances de vert profond et d'argent. C'était censé être une célébration de Noël parfaite. Mon père venait d'être promu PDG d'une entreprise manufacturière de taille moyenne dans le nord de la France. Et ce dîner était sa grande soirée. Je m'appelle Amélie Dubois. J'avais 34 ans cet hiver-là. J'avais fait 3 heures de route sous une légère neige depuis l'hôpital où je travaillais parce que je m'étais dit qu'il était important d'être là pour mon père. J'avais même acheté une robe que je n'étais pas sûr d'aimer, une bleu marine profond qui semblait à la fois trop et pas assez formelle. Mais c'était la seule chose dans ma garde-robe qui ne ressemblait pas à une blouse d'hôpital ou à un jean. Je voulais que la soirée se passe bien. Je voulais la paix. J'aurais dû m'en douter. Papa se leva de son siège à la table d'honneur avec l'assurance d'un homme qui croyait que toute la pièce avait été construite pour l'admirer. Les gens cessèrent de parler. Les verres s'immobilisèrent. Il tapota le côté de son verre à eau avec une fourchette et le léger tintement attira tous les regards vers lui. Il sourit largement, plein d'autosatisfaction. Je connaissais ce sourire. J'avais grandi sous son ombre. Il commença par remercier tout le monde d'être venu. Il parla de travail acharné et de longues nuits et de sa fierté d'atteindre enfin un poste qu'il estimait mérité depuis des années. Les gens applaudirent. Il leva les mains pour les faire taire, savourant le moment un peu trop. Puis il tourna son regard vers moi, et je sentis mon estomac se nouer. Celle-ci, là, dit-il assez fort pour couvrir la musique. C'est ma fille paresseuse et grosse. Les rires fusèrent, vifs, aigus, résonnant contre le cristal et les parquets cirés. Certaines personnes semblaient mal à l'aise, mais elles rirent quand même parce que c'est ce que font les gens quand ils veulent rester du bon côté du pouvoir. D'autres rirent parce qu'ils pensaient qu'ils plaisantaient. Mon visage chauffa si vite que j'eus l'impression d'entrer dans un four. Je gardais les épaules droites, la respiration régulière. J'avais appris il y a des années à ne lui donner aucune réaction qu'il pourrait utiliser plus tard. Robert continua. Il aimait l'attention comme certains hommes aiment le bourbon. Il raconta que j'avais toujours été lente. Que je mangeais trop à Noël quand j'étais enfant. Comment il me taquinait en disant qu'il me fallait une chaise à part lors des barbecues de famille. La foule rugit. Mes paumes me piquaient à force de les serrer trop fort. De l'autre côté de la pièce, j'aperçus un homme qui me regardait. Cheveux châtain clair, épaules larges, vêtu d'un simple costume noir qui semblait d'une manière ou d'une autre plus digne que tout le reste dans la pièce. Son expression était stable, sérieuse, presque protectrice. Il me semblait familier, but je ne pouvais pas me souvenir de qui il était. Alors, je détournai le regard avant de comprendre pourquoi cela me troublait. Papa leva de nouveau son verre de vin, toujours souriant, quand son téléphone se mit à sonner. Un gazouillis soudain et clair perçant les rires. Il fronça les sourcils en regardant l'écran. L'appareil était connecté à sa smartwatch, et la douce lumière de celle-ci éclaira son visage. Il répondit avec ce ton jovial et étudié qui était le sien. Oui, monsieur. Joyeux Noël à vous aussi. Puis quelque chose dans sa posture changea. Son sourire vacilla. Ses épaules se raidirent, et la pièce se tut comme si elle avait senti le changement avant nous tous. La voix à l'autre bout du fil a dû demander quelque chose car papa regarda autour de la pièce, cherchant. Son volume augmenta sans qu'il s'en rende compte. Amélie Dubois, présente ce soir. Est-elle ici? Les invités commencèrent à tourner la tête. L'homme en costume noir se tourna aussi. Papa déglutit difficilement. Ma fille Amélie, elle a 34 ans, des cheveux châtains. Un peu en surpoids. Êtes-vous sûr que cette Amélie est votre invitée VVIP? Les mots sortirent de sa bouche, assez fort pour que la moitié de la salle de bal les entende. Ils restèrent en suspens dans l'air comme de la fumée, lourd, tenace. Le rire qui avait rempli la pièce quelques secondes plus tôt s'évanouit.
Un silence glacial balaya la salle, si complet que je pus entendre le léger clic de quelqu'un ajustant son bracelet à proximité. Toutes les têtes se tournèrent vers moi. 200 paires d'yeux, certaines écarquillées, certaines confuses, certaines coupables. Papa cligna des yeux rapidement, regardant de moi à son téléphone comme si l'appareil l'avait trahi. Son visage se vida de sa couleur si rapidement que cela me rappela la neige fondant sur de l'asphalte chaud. Il porta le verre de vin à ses lèvres d'une main tremblante, essayant de paraître calme, mais ses nerfs le trahirent. Il s'étouffa avec la gorgée, une toux sèche, puis une autre. Le vin gicla en un arc sombre sur la nappe en lin blanc. Les gens haltèrent, les chaises grincèrent en reculant. Quelqu'un murmura mon nom. Je restai là, figé sur place, mon cœur battant si fort qu'il couvrait le son de l'orchestre. Je ne comprenais pas pourquoi le président de l'entreprise de mon père connaîtrait mon nom. Je ne comprenais pas pourquoi il m'appellerait une VVIP. Mais quelque chose au fond de moi savait que ce moment n'était que le début de quelque chose de plus grand. Quelque chose qui avait été mis en mouvement bien avant cette nuit. Je regardais mon père me fixer avec des yeux pleins de panique, et je sentis le sol bouger sous nous comme si la vérité qu'il avait enterrée pendant des années se frayait enfin un chemin vers la surface. Je ne savais pas encore comment ni pourquoi. Je savais seulement que tout était sur le point de changer. Et c'est là que la soirée a vraiment commencé. Même si la véritable histoire avait commencé des semaines plus tôt, dans une pièce très différente et avec un éclairage très différent. C'était début décembre à l'hôpital régional de la Côte d'Opale, où je travaillais comme chirurgienne traumatologue. La première vraie tempête de neige de la saison soufflait de côté contre la fenêtre des urgences, et tout le bâtiment donnait l'impression d'être un navire penché dans le vent. J'étais de garde pour la nuit, déjà fatigué d'un long service, quand l'infirmière en chef se précipita vers moi avec ce regard que j'avais appris à reconnaître, celui qui signifiait que quelque chose de grave allait franchir les portes. Transport militaire en route depuis le camp de Sissonne, dit-elle, essoufflée, les yeux vifs. Homme, début de la trentaine, blessure par explosion, tension artérielle basse. Ils ont appelé en avance. Sa vie ne tient qu'à un fil. Mon cerveau bascula dans ce calme étrange qu'il trouve toujours quand tout le reste devient chaotique. D'accord, m'entendis-je dire, préparons une salle. Apportons du sang. Rassemblons l'équipe. Nous nous déplaçâmes comme une unité bien rodée. Les infirmières vérifièrent les ventilateurs et disposèrent les kits stériles. L'anesthésiste fut appelé de la salle de pause. Les techniciens firent rouler les moniteurs et les chariots d'urgence dans la salle de déchocage. Je me lavai les mains au lavabo chirurgical, sentant l'eau chaude et la piqûre du savon antiseptique sur ma peau. Et pendant un instant, je laissai mon front reposer contre le métal froid du distributeur. Il y a une pensée silencieuse que je ne dis jamais à voix haute. Celle qui murmure chaque fois que nous nous préparons ainsi. S'il vous plaît, faites que je sois à la hauteur pour celui-ci. Les portes de la baie des ambulances s'ouvrirent brusquement avec un courant d'air froid et le bruit de roues qui grincent. 2 médecins militaires en uniforme sombre poussèrent un brancard, le plastique cliquetant, des poches de liquide se balançant. Dessus gisait un homme, pâle comme du papier sous les dures lumières fluorescentes, la poitrine se soulevant rapidement et superficiellement. Ses cheveux étaient d'un brun clair, presque blonds là où la lumière les attrapait. Coupés courts sur les côtés, comme les portent les soldats. Sa chemise avait été découpée et son abdomen était enveloppé de bandages imbibés de sang. Tension à 80/40, débita un des médecins. Rythme cardiaque à 140. Éclat d'obus sur le côté droit. Hémorragie non contrôlée. Il a reçu 4 unités pendant le transport. On perd la voie veineuse. Nous le glissâmes sur notre lit. Les moniteurs s'accrochant à sa peau. La pièce se remplissant du bip régulier qui semble toujours trop fort quand quelqu'un est si proche de la fin. Je pressai mes doigts contre son cou et sentis un pouls rapide et filant. « Reste avec moi », dis-je en me penchant sur lui. « Je suis le docteur Dubois. On va s'occuper de vous. » Ses paupières vacillèrent. Pendant une seconde, des yeux noisettes rencontrèrent les miens, vitreux de douleur, mais toujours vivants. Il essaya de dire quelque chose, mais cela sortit comme une expiration rauque. « On n'a pas le temps d'attendre d'autres scanners, dis-je doucement à l'anesthésiste. Il se vide de son sang. On va au bloc opératoire, tout de suite. Il y a des moments dans ce métier où les secondes deviennent une monnaie que l'on sent glisser entre ses doigts. C'en était un. Nous poussâmes le lit dans le couloir, les roues cognant sur les joints du sol,
les lumières fluorescentes clignotant au-dessus de nous. Quelqu'un cria pour l'ascenseur. Une autre voix appela le bloc opératoire pour dire que nous arrivions. Au bloc, tout devint plus net. Masque, calot, mains gantées. L'odeur d'antiseptique plus forte, presque métallique. L'infirmière compta les instruments d'une voix stable, un rituel qui nous ancrait tous. L'anesthésiste ajusta la tubulure, son visage sérieux derrière son masque. L'alarme du moniteur s'adoucit alors que nous le stabilisions assez pour inciser. Prête, dis-je plus pour moi-même que pour quiconque. Voyons ce que nous avons. La première incision donne toujours l'impression de sauter d'une falaise. Une fois que vous la faites, vous êtes engagé. Nous l'ouvrîmes et le problème était exactement ce que j'avais craint. Hémorragie interne, sources multiples, les éclats avaient déchiré des endroits qui n'aiment pas être dérangés. Pendant une seconde, tout devant moi se brouilla en rouge. Puis la formation et des années de nuit comme celle-ci prirent le dessus. Pince ici, aspiration là, compresse, plus de lumière. J'entendis ma propre voix, basse et stable, donnant des instructions. L'instrumentiste se déplaçait comme un télépathe, plaçant les instruments dans ma main avant même que j'aie fini de demander. Le temps devint une chose étrangement élastique, s'étirant et se contractant, marqué seulement par les douces mises à jour de l'anesthésiste. La tension remonte un peu. Il tient. Le rythme cardiaque ralentit. Il est toujours avec nous. Nous contrôlâmes une hémorragie, puis une autre, et une autre. Je travaillais avec des mouvements précis et prudents. Chaque structure dans cette partie du corps vit trop près de quelque chose de vital. Une mauvaise coupe et il ne quitterait pas cette table. Il y eut un moment où je pensais que nous le perdions. La ligne sur le moniteur chuta. Le bip s'accéléra et sa peau prit cette teinte grise qui fait bégayer votre propre cœur. Je sentis la sueur couler le long de ma colonne vertébrale sous la blouse. Reste avec moi, murmurai-je, sans même savoir si je le disais à voix haute ou seulement dans ma tête. Cela sembla durer des heures, mais c'était plus proche de 3. Finalement, l'hémorragie ralentit. Le champ s'éclaircit. Nous réparâmes ce que nous pouvions, nettoyâmes ce que nous ne pouvions pas sauver, et refermâmes en couche prudente. Quand nous reculâmes enfin, ces constantes n'étaient pas parfaites, mais elles étaient stables. On va l'emmener en soins intensifs, dis-je. Laissez-le se reposer. On verra s'il veut rester. Ça sonne désinvolte quand je le dis comme ça, mais dans mon cœur, je le pensais vraiment. Parfois, le corps fait le travail. Parfois, c'est l'esprit. Plus tard, dans le couloir devant le bloc, j'étudiai son dossier. Son nom était Étienne Collin, début de la trentaine, capitaine de l'armée. Transféré du camp de Sissonne après un incident d'entraînement. La personne à contacter en cas d'urgence était quelqu'un avec le même nom de famille. Pas d'autres détails. Il y avait une petite note marquée d'un signe rouge qui disait « Le commandement assurera un suivi en personne ». Il était donc important pour quelqu'un. Ils le sont tous, bien sûr. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont cette note était écrite qui me fit marquer une pause. Le lendemain, après ma tournée, je m'arrêtai à l'unité de soins intensifs pour le voir. La pièce était sombre, les moniteurs bourdonnant doucement, des tubes et des fils partant de ses bras et de sa poitrine. Ses yeux étaient fermés, son visage moins pâle que la nuit précédente. Je restai là un moment, écoutant le souffle rythmique du ventilateur, le bip régulier du moniteur cardiaque. Tu as fait ta part, pensai-je. Le reste dépend de lui maintenant. Une infirmière entra, me jeta un coup d'œil, puis au dossier. Vous l'avez ramené du bord du gouffre, dit-elle doucement. Le commandement a déjà appelé 2 fois. Ils veulent savoir quand ils pourront parler au chirurgien. Dites-leur qu'il est stable pour l'instant, répondis-je. Et dites-leur que je préfère ne pas être sur les photos. Elle sourit. Vous et votre truc d'héroïne anonyme, docteur Dubois. Je haussai les épaules. Mais à l'intérieur, je ressentis un étrange mélange de fierté et de malaise. Je ne suis pas devenue chirurgienne pour les plaques ou les articles de journaux. Je le suis devenue parce que je comprenais ce que c'était que de se sentir impuissant. Et je ne voulais plus jamais me sentir comme ça. 2 jours plus tard, Étienne fut débranché du ventilateur. J'étais en tournée de l'après-midi quand je vis ses yeux s'ouvrir complètement pour la première fois, clairs et concentrés. Il y avait des cernes sombres sous eux, mais il y avait de la vie là, forte et tenace.
Comment vous sentez-vous ? Demandai-je en m'approchant de son lit. Comme si j'avais été percuté par un camion, et que le camion avait fait marche arrière, croassa-t-il. Sa voix était rauque, mais il y avait une petite pointe d'humour dedans. Ça veut dire qu'on a bien fait notre travail, dis-je. Vous allez vous en sortir, capitaine Collin. Mais la route sera longue. Il m'étudia un moment, comme pour essayer de relier mon visage masqué du bloc opératoire à la personne qui se tenait devant lui maintenant. Son regard se posa sur mes yeux, et je pouvais sentir son poids. Vous êtes la chirurgienne, dit-il lentement. Oui, c'est moi. Il déglutit, sa gorge luttant contre la sécheresse. Merci. Ces deux mots sortirent doucement, mais ils me frappèrent plus fort que la plupart des applaudissements que j'avais jamais entendus. Je hochai la tête, sentant ma propre poitrine se serrer. Reposez-vous. Concentrez-vous sur la respiration et la guérison. C'est votre travail maintenant. Il esquissa un petit sourire fatigué. Je me souviendrai de votre visage, murmura-t-il, ses paupières s'alourdissant déjà. Je n'ai pas fini de vous remercier. Je quittai la pièce avant qu'il ne puisse voir à quel point cela m'avait secoué. Plus tard cette semaine-là, un représentant de la base appela pour demander si nous pouvions organiser une petite photo pour leur bulletin interne, quelque chose pour honorer l'équipe médicale. Je leur dis non. Ils pouvaient avoir une photo de groupe de l'unité s'ils le voulaient, mais pas mon nom seul. La partie publique ne m'a jamais convenu. Dans le calme du vestiaire ce soir-là, alors que je me changeais pour remettre mon jean et mon pull, je pensais aux yeux d'Étienne quand il avait dit qu'il se souviendrait de mon visage. Je l'écartai comme une simple expression de gratitude. Mais une petite voix en moi se demandait si nos chemins étaient destinés à se croiser à nouveau. Je n'avais aucune idée alors à quel point son histoire s'entremêlerait avec la mienne, ni comment cette seule nuit au bloc opératoire me suivrait jusqu'à une salle de bal scintillante à Noël et au moment où le monde de mon père se fissurerait devant tout le monde. Je n'ai pas beaucoup dormi après cette nuit aux soins intensifs. Même quand je fermais les yeux, je pouvais encore voir le visage d'Étienne au moment où il a réalisé qu'il était en vie. Il y avait quelque chose de stable dans la façon dont il m'avait regardé, reconnaissant, clair, comme s'il s'était ancré au son de ma voix. Je m'en suis débarrassé plus d'une fois, me disant que j'étais fatigué et que j'imaginais des choses, mais le souvenir est resté. Chaque fois que je passais dans le couloir près de sa chambre, je sentais une petite traction dans ma poitrine que je ne pouvais pas tout à fait expliquer. Quelques jours plus tard, après une de mes tournées matinales, j'ai été appelé au bureau administratif par le chef de notre service. Je supposais que c'était pour de la paperasse ou le compte-rendu habituel des cas de traumatologie, mais dès que je suis entré, l'air semblait différent. Deux coordinatrices de l'hôpital se tenaient à côté du bureau, l'une d'elles tenant une courte liste imprimée sur du papier à en-tête dorée. Dans le coin supérieur se trouvait le nom de l'entreprise de mon père, les Industries de la Manche. La coordinatrice m'a dit que quelqu'un de leur direction avait appelé plus tôt. La femme ne connaissait pas les détails, seulement qu'un représentant du président lui-même avait fait une demande. Il voulait qu'un nom soit ajouté à une liste d'invités à venir. Une liste VVIP, pour être exact. La coordinatrice m'a tendu la feuille et mes yeux sont tombés sur quelque chose qui m'a fait cligner des yeux. Mon nom, Amélie Dubois, 34 ans, marqué comme invité spécial. J'ai demandé pourquoi diable il voudrait de moi sur une liste d'invités pour un événement de fin d'année dans une entreprise où je n'avais aucun rôle. La coordinatrice a dit que la plan avait été très ferme mais poli. Les instructions étaient simples. Ajoutez son nom. Ne posez pas de questions. Assurez-vous qu'elle reçoive l'invitation privée. Quand quelqu'un avait demandé mon titre pour pouvoir l'écrire correctement, le bureau du président avait simplement dit d'utiliser le titre que j'indiquais normalement dans tout cadre professionnel. Cette partie m'a fait rire sous cap. Je n'avais jamais aimé attirer l'attention sur moi. Donc, sur la plupart des documents non médicaux, j'écrivais quelque chose de vague, comme consultante ou personnel médical, des termes que les gens remarquent à peine. Personne dans l'entreprise de mon père n'aurait fait le lien. C'était exactement comme je le préférais. Je suis sorti du bureau avec la liste résonnant encore dans ma tête. Il ne m'est pas venu à l'esprit que le président de l'entreprise de mon père pourrait savoir exactement qui j'étais. Il ne m'est pas venu à l'esprit qu'il m'avait cherché discrètement depuis que son fils était arrivé à notre hôpital. J'avais supposé que le dossier d'Étienne serait examiné par sa base et sa famille, mais je n'avais jamais imaginé que l'homme dirigeant l'un des plus grands employeurs de la région s'intéresserait à moi. C'est un jeudi après-midi que la vérité a commencé à s'installer.
Je venais de finir de vérifier des notes post-opératoires quand l'opératrice de l'hôpital m'a informé qu'un appel était venu du siège des industries de la Manche. L'appelant n'a posé qu'une seule question. Le docteur Dubois était-elle disponible pour un message? L'opératrice leur avait dit que j'étais avec un patient. Ils n'ont laissé aucun autre détail. Quelque chose dans ma poitrine s'est resserré. J'ai essayé de l'ignorer. La semaine avait été longue. Peut-être que j'interprétais trop les choses. Le lendemain, alors que j'examinais des scanners dans le service de radiologie, un autre appel est arrivé. Cette fois, il était plus court. L'assistante du président voulait confirmer que j'avais reçu l'avis VVIP pour l'événement de Noël. L'assistante a déclaré que le président transmettait sa gratitude personnelle. C'était tout. Aucune autre information. Aucune explication sur la raison pour laquelle un homme comme lui prendrait le temps de reconnaître quelqu'un qu'il n'avait jamais rencontré. Je suis resté dans le couloir un long moment après cet appel. Le téléphone encore chaud contre mon oreille. Un étrange mélange de confusion et de malaise m'a envahi. Je travaillais à l'hôpital régional de la Côte d'Opale depuis des années. J'avais vu des familles exprimer leur gratitude de toutes sortes de manières. Des cartes, des fleurs, une poignée de main dans le hall. Mais une invitation VVIP privée à une célébration d'entreprise était quelque chose de complètement différent. Ce n'est qu'une semaine plus tard que tout s'est éclairci. Je venais de terminer mon service et je rassemblais mes affaires quand un message est arrivé d'un email militaire restreint. Il était court et formel, du genre qui utilise un langage prudent sans trop en révéler. Il m'informait que le capitaine Étienne Collin avait été transféré dans une unité de rééducation plus proche de sa base. À la fin du message, il y avait une seule ligne qui m'a fait m'asseoir sur le banc devant le vestiaire. Le président a été informé que le médecin qui a sauvé la vie de son fils sera présent à la célébration de Noël de l'entreprise. J'ai lu cette phrase 3 fois. Mon pouce est soudainement fait plus fort, battant dans ma gorge. C'était la première fois que quelqu'un me disait ouvertement que l'homme qu'Étienne avait désigné comme personne à contacter n'était pas seulement de la famille, mais le président même de l'entreprise où mon père travaillait depuis plus de 20 ans. Je me suis senti étourdi, comme si le sol s'était incliné. L'email continuait, le capitaine Collin en a également été informé. Il a exprimé son intention d'assister à l'événement. Les mots « intention d'assister » m'ont fait fleurir et se tordre quelque chose dans ma poitrine en même temps. Étienne avait été reconnaissant à l'hôpital, oui, mais c'était quelque chose de plus, un but, une décision délibérée. Il voulait me revoir. Pas en blouse d'hôpital ou sous les lumières du bloc opératoire, mais en tant que personne, en tant que la femme qui s'était tenue au-dessus de lui dans ce sombre moment entre la vie et la mort. Je suis resté assise là, les coudes sur les genoux, les mains couvrant ma bouche, le bourdonnement de l'hôpital autour de moi s'estompant en un flou lointain. Dans le calme de ce vestiaire, avec le carrelage froid sous mes pieds et la faible odeur d'antiseptique encore accrochée à mes vêtements, j'ai enfin compris pourquoi mon nom avait été placé sur une liste à laquelle je n'avais jamais demandé de participer. Le président voulait me remercier en personne. Peut-être en privé, peut-être publiquement. Je ne savais pas. Et il voulait qu'Étienne ait la chance de me rencontrer à nouveau dans un monde en dehors du traumatisme et de la peur. Un léger coup à la porte ouverte m'a ramené au présent. Une infirmière a passé la tête et m'a demandé si j'avais besoin d'aide. J'ai secoué la tête, mais ma voix n'est pas venue tout de suite. Mon esprit tournait encore, assemblant chaque petit détail, réalisant jusqu'où les répercussions de cette nuit au bloc opératoire s'étaient étendues. Sur le parking, je me suis assise dans ma voiture avec le chauffage soufflant de l'air chaud sur mes mains. Le ciel prenait une teinte bleu fumé, celle qui précède l'obscurité de l'hiver. J'ai regardé les flocons de neige dériver dans le faisceau du lampadaire et j'ai senti une pression dans ma poitrine. Quelque chose comme de l'anticipation mêlée d'appréhension. Je n'avais rien dit à mon père à propos de la chirurgie, d'Étienne, ou des tentatives du président pour me joindre. Je n'avais aucune intention de lui dire, après des années à être ignoré, moqué et de nouveau ignoré. Partager mes réussites avec lui ressemblait moins à parler qu'à jeter des mots dans un puits. Mais maintenant, mon nom était imprimé sur une liste que mon père verrait, une liste VVIP. Pour un homme qui me remarquait à peine les bons jours, cela allait soulever des questions auxquelles je n'étais pas prête à répondre. J'ai laissé le moteur tourner, mes doigts enroulés lâchement autour du volant. Je me suis dit que tout irait bien, qu'il ne remarquerait même pas, que je pourrais me déplacer discrètement lors de l'événement de Noël, entrer et sortir, peut-être avoir un moment pour saluer le président, peut-être serrer la main d'Étienne.
Peut-être les remercier pour l'invitation et rien de plus. À ce moment-là, je croyais encore que la nuit se passerait sans que personne ne me prête beaucoup d'attention. Je ne comprenais pas encore à quel point j'avais tort. J'étais assise dans la voiture en me disant que tout irait bien, que papa remarquerait à peine mon nom niché quelque part sur une liste, qu'il ne prendrait probablement même pas la peine de la lire. Mais plus je fixais le pare-brise, regardant la neige dériver à travers les lumières du parking, plus une vieille lourdeur familière s'insinuait en moi. Elle se logeait derrière mes côtes, comme le font parfois les souvenirs d'enfance, non invités et au bord tranchant. La vérité, c'est que les soirées comme celle qui approchait ne me rendaient pas nerveuse à cause de la foule, de la formalité ou même du président lui-même. Elle me faisait peur parce que chaque fois que je me tenais près de mon père, des années de vieilles blessures refaisaient surface. Ça avait toujours été comme ça, et ni l'âge adulte, ni les diplômes, ni les titres n'avaient jamais vraiment atténué cela. Je me souviens d'avoir 8, peut-être 9 ans, debout devant l'église Saint-Martin dans ma plus belle robe. Maman m'avait coiffée d'une manière qu'elle trouvait festive. Une petite barrette en forme d'étoile attachée derrière mon oreille. J'en avais été fier jusqu'à ce que mon père me pince le bras, juste là sur les marches de l'église. Je peux encore sentir la pression de ses doigts, même maintenant. Il s'est penché et a marmonné que je ne devais pas prendre un deuxième beignet à la table de la collation parce que les gens parleraient. Les hommes à proximité ont ri comme si c'était malin, et les femmes ont détourné le visage comme s'il s'agissait de la météo. Je me suis dit qu'ils n'avaient pas entendu, mais bien sûr que si. Tout le monde avait entendu. Maman s'est interposée entre nous, a redressé mon col comme si lisser le tissu pouvait cacher ce qui s'était passé. Elle m'a dit de courir lui garder une place à l'intérieur. J'ai fait ce qu'elle a dit, même si ma gorge était trop serrée pour avaler. Quand je me suis glissé sur le banc, les vitraux baignaient tout de bleu. Et je me souviens avoir pensé que peut-être Dieu ne pouvait pas me voir clairement dans cette lumière. Peut-être que c'était une bonne chose. Quelques années plus tard, papa a fait quelque chose de similaire au pique-nique familial derrière la ferme de mon oncle. Je venais d'atteindre la glacière pour prendre une limonade quand il a levé mon poignet devant tout le monde, disant que je devrais peut-être rester à l'écart de tout ce qui contenait du sucre si je voulais rentrer dans mes vêtements d'ici la Toussaint. Les garçons ont ricané. Un de mes cousins plus âgés a donné un coup de coude à un autre comme si c'était un sport. J'ai gardé le visage impassible, mais ma poitrine a brûlé pendant toute la course en sac qui a suivi. Ce soir-là, j'ai pleuré dans la baignoire avec le robinet qui coulait, espérant que le bruit cacherait le son à maman. Elle m'a trouvé quand même. Elle s'est assise sur le carrelage, le dos contre le meuble lavabo, et m'a parlé de gentillesse et de petitesse, et de la façon dont certaines personnes confondent l'une avec l'autre. Elle a dit que j'étais bonne et forte et plus brillante que je ne le savais. Mais elle a aussi dit, avec ce regard fatigué dans les yeux, que mon père avait grandi dans une maison où la taquinerie était le seul langage qu'il ait appris. Elle a dit que je devais choisir ce que je croyais de moi-même. J'ai hoché la tête comme si je comprenais, même si j'étais trop jeune pour savoir ce que choisir signifiait. Quand j'ai eu 13 ans, papa a commencé à me comparer plus ouvertement à mon frère. Mon frère, qui avait 2 ans de plus, était mince, bruyant et athlétique, ne pouvait rien faire de mal. Papa se vantait de ses trophées de baseball, de ses notes, de son charme. Au dîner, il pointait la purée dans mon assiette et me disait d'y aller doucement. Sauf si je voulais ressembler à la dinde de Noël à l'automne. Maman prenait la cuillère de service et le distrayait en lui posant des questions sur son travail, mais l'embarras s'était déjà infiltré dans ma peau. Je suis devenue prudente sur la façon dont je tenais ma fourchette, comment je me levais de table, comment je m'asseyais. J'ai appris à respirer doucement, à bouger doucement, à être douce. Le pire est arrivé l'été de mes 15 ans, lors d'un match de softball de l'association locale. J'avais frappé un double, ce qui était assez rare pour que même moi je sois surprise. En arrivant à la deuxième base, j'ai entendu papa crier depuis les gradins que la seule raison pour laquelle j'étais allé si loin, c'était parce que les voltigeurs avaient peur de se mettre sur mon chemin. Quelques personnes ont ri. Je me souviens avoir fixé la poussière sur mes crampons et souhaité pouvoir disparaître dedans. Ce soir-là, j'ai dit à maman que je ne voulais plus jouer. Elle a dit qu'elle comprenait. Elle m'a serré dans ses bras pendant que je pleurais dans son sweatshirt, celui qui sentait la lavande et le café moulu. Elle a dit qu'un jour, je grandirais dans une vie où je n'aurais pas à me faire petite pour que les autres soient à l'aise. Mais papa n'a jamais changé. Au contraire, il a empiré quand je suis devenu adulte. Chaque réussite que j'obtenais semblait l'irriter au lieu de l'impressionner.
Quand j'ai eu mon diplôme universitaire, il m'a demandé si la toge me faisait paraître plus mince. Quand j'ai été accepté en faculté de médecine, il a dit quelque chose sur le fait que je serais trop sensible pour gérer de vraies urgences. Il m'a dit que je m'effondrerais la première fois que quelqu'un saignerait sur moi. Il a ri en le disant. Il riait toujours. Maman est décédée pendant mon internat. Après les funérailles, papa serrait des mains dans le hall de l'église comme s'il recevait des clients. Pendant que je me tenais près du livre d'or, essayant de ne pas m'effondrer. Quand un voisin lui a demandé ce que je faisais, il lui a dit que je poussais des papiers dans un hôpital et que j'essayais de ne pas m'évanouir. J'étais juste à côté de lui, et il n'a même pas hésité. C'est cette nuit-là que j'ai réalisé que le silence était parfois la seule armure que j'avais. M'expliquer ne changeait jamais rien. Argumenter empirait les choses. Alors, j'ai commencé à garder ma vie petite autour de lui. Je lui disais des demi-vérités sur mon travail, choisissant des mots qui semblaient oubliables. Je n'ai jamais mentionné les procédures difficiles, les récompenses ou les longues nuits aux urgences. Je cachais mes réussites comme certaines personnes cachent des bleus. Non pas parce que j'en avais honte, mais parce que je ne voulais pas lui donner de munitions. Quand j'ai terminé ma spécialisation en chirurgie, il m'a demandé si j'avais enfin trouvé un emploi stable ou si je papillonnais encore. Papillonner, comme si des années d'études et de sacrifices n'étaient rien de plus qu'un hobby occasionnel. J'ai dit que je travaillais avec une équipe médicale en ville. C'est tout. Il n'a pas demandé plus. Même après tout ce temps, une partie de moi espérait encore qu'il remarquerait quelque chose de bien en moi, quelque chose qui méritait d'être reconnu. Mais cet espoir est devenu plus silencieux au fil des ans, comme une vieille radio qui grésille. J'ai appris à mettre de la distance entre nous, pas physiquement, mais émotionnellement. Une sorte de frontière invisible qui me maintenait stable. C'est peut-être pour ça que je ne lui ai jamais parlé de la nuit où j'ai opéré Étienne. C'était trop important, trop délicat, trop plein de sens pour le confier à quelqu'un qui pourrait en faire une blague. Je ne pouvais pas supporter l'idée qu'il rejette le moment qui avait changé la vie d'Étienne et la mienne. Alors, je l'ai gardé pour moi, seul sur ce parking maintenant, le chauffage bourdonnant doucement, j'ai senti ce vieil instinct se resserrer en moi à nouveau. Pas de la peur exactement, plutôt comme se préparer, se blinder, sachant que papa avait une façon de transformer n'importe quelle situation en quelque chose qui écorchait jusqu'à l'os. Et une pensée m'a traversé avec une telle clarté que j'ai failli la dire à voix haute. C'est pour ça que tu caches ton travail. C'est pour ça que tu gardes ta vie séparée. C'est pour ça que tu as appris à être silencieuse. Ma respiration a embué l'intérieur du pare-brise alors que je me murmurais que je pouvais gérer l'événement de Noël, que j'avais géré bien pire. Mais même alors que les mots quittaient ma bouche, un doute s'est enroulé au fond de mon esprit. Parce que si papa avait la moindre idée de qui j'étais devenu, de ce que j'avais fait, ou du chemin que j'avais parcouru sans lui, il ne le célébrerait pas. Il l'utiliserait comme une autre raison de me rappeler tout ce qu'il croyait que je n'avais pas. J'ai serré le volant un peu plus fort, sentant cette vieille douleur familière s'installer, celle qui venait d'années à essayer d'être assez petite pour rester hors de sa ligne de mire. Je savais alors que la nuit à venir avait plus de poids que je ne voulais l'admettre. Je savais qu'entrer dans cette salle de bal remuerait des choses que je pensais avoir dépassées, mais je savais aussi que je n'étais pas la même fille qui avait pleuré dans la baignoire, fixé ses crampons poussiéreux ou s'était cachée derrière sa mère sur les marches de l'église. Pourtant, le passé a une façon de vous attendre, même quand vous pensez l'avoir semé. Je suis resté assise là un moment de plus, laissant le chauffage réchauffer mes mains avant de finalement tourner la clé et de partir. J'avais tort. C'est ce qui n'arrêtait pas de tourner dans mon esprit alors que je me tenais dans cette salle de bal, l'odeur de vin renversé, de rôtis de bœuf et de centres de table floraux se mélangeant en quelque chose qui me retournait l'estomac. Pendant un battement de cœur après que papa se soit étouffé avec sa boisson, il y eut un silence absolu. Puis le son a commencé à revenir. Une chaise qui grince, une cuillère qui teinte contre un verre, un petit rire nerveux de quelque part près du bar qui est mort dès qu'il a commencé. L'orchestre avait cessé de jouer sans que je m'en aperçoive, et l'absence soudaine de musique rendait chaque murmure plus fort. 200 personnes me regardaient, certaines avec une curiosité non dissimulée, d'autres avec une sorte de pitié à peine voilée. D'autres encore avec ce mélange particulier de suffisance et de surprise que l'on ne voit que lorsque quelqu'un qu'ils ont sous-estimé se révèle être important pour quelqu'un de plus puissant. Mon visage était chaud, mais mes mains étaient devenues froides. J'avais l'étrange sensation que mon corps se tenait à un endroit tandis que le reste de la pièce flottait à quelques centimètres de là.
À notre table, tante Hélène a poussé un petit hoquet scandalisé et a pressé une serviette contre sa poitrine comme si elle était dans une pièce de théâtre. Elle s'est penchée vers mon frère et a sifflé quelque chose sur le fait que c'était embarrassant. Comme si j'avais fait autre chose que d'exister sur la mauvaise chaise au mauvais moment. Mon frère gardait les yeux sur son assiette. Il a toujours su comment disparaître sans quitter la pièce. Papa était toujours en train de tamponner frénétiquement la tache sombre de vin sur la nappe blanche, comme si effacer la tache pouvait effacer les mots qui venaient de sortir de sa bouche. Son visage était un étrange mélange de rouge et de pâle, comme si tout le sang de son corps avait soudainement oublié où il était censé aller. Il ne me regardait pas. Il gardait les yeux sur ses mains, sur le téléphone, sur n'importe quoi d'autre. Les gens de son entreprise, ceux qui avaient ri le plus fort une minute plus tôt, étaient soudainement très intéressés par leur couvert. Quelques-uns ont jeté un coup d'œil de papa à moi, puis vers le fond de la salle, où la coordinatrice de l'événement se tenait avec son presse-papier serré contre sa poitrine. Elle avait l'air de vouloir ramper sous une des tables et y rester jusqu'au nouvel an. J'ai ressenti l'envie de bouger, de faire quelque chose, même si ce n'était que de m'éloigner du rayon d'explosion de l'humiliation de mon père. Mes genoux ne me faisaient pas confiance, cependant, alors je suis resté où j'étais, les doigts crispés autour du dossier de ma chaise. Je pouvais sentir mon pouls battre dans mes oreilles. C'est à ce moment-là que j'ai de nouveau pris conscience de l'homme au costume sombre. Il s'était tenu près d'une des hautes tables de cocktail plus tôt, un peu à l'écart de la foule, observant tout avec l'immobilité attentive de quelqu'un habitué à lire le danger dans de petits changements de langage corporel. Maintenant, il était plus proche, peut-être à seulement 4 ou 5 pas, ses yeux fixés sur moi plutôt que sur le spectacle de mon père s'étouffant avec sa propre arrogance. Son regard n'était pas perçant ou envahissant. Il était mesuré, oui, mais il y avait aussi de l'inquiétude, et quelque chose comme de la reconnaissance. Il m'a fallu une seconde pour le replacer, pour faire correspondre la version soignée devant moi avec le souvenir d'un visage ensanglanté sous les dures lumières du bloc opératoire. Étienne. J'ai senti mon souffle se couper. De tous les étranges tournants que prenait cette nuit, le voir ici, à cet endroit, après tout ce qui s'était passé, donnait l'impression que l'univers empilait les coïncidences les unes sur les autres juste pour voir combien je pouvais en supporter. Il a fait un pas dans ma direction, puis un autre. Avant qu'il ne puisse en faire un troisième, tante Hélène s'est légèrement levée de son siège et a tendu la main pour l'arrêter, ses doigts attrapant sa manche. « Ce sont des affaires de famille », murmura-t-elle, la voix basse mais audible. « Mieux vaut ne pas vous en mêler. » Son ton était poli en surface, mais j'ai entendu l'avertissement en dessous. Les étrangers ne devraient pas se mettre au milieu d'un gâchis des Dubois. Nous étions experts pour en créer nous-mêmes. Étienne a baissé les yeux sur sa main, puis les a relevés vers son visage. Son expression n'a pas beaucoup changé, mais quelque chose dans la façon dont il a redressé les épaules a changé. Il a parlé assez doucement pour que seuls ceux d'entre nous à proximité puissent l'entendre, mais il y avait de l'acier dans ses mots. « Madame, dit-il, toujours civil, toujours calme, je crois que je suis déjà impliqué. » Il a doucement retiré sa manche de sa prise, sans tirer, juste en décollant ses doigts avec le genre de respect constant qui vient d'années à suivre des protocoles et à tenir sa position. Tante Hélène avait l'air offensée, mais elle n'a pas essayé de l'arrêter à nouveau. Pendant une seconde, toute la scène semblait surréaliste. Mes tantes et oncles figés autour de leurs assiettes, les lumières du sapin de Noël clignotant dans le coin, le bourdonnement des conversations atténuées tourbillonnant comme de la fumée. Et à travers tout cela, cet homme traçant une ligne droite vers moi comme si tous les autres avaient cessé d'exister. Je l'ai regardé s'approcher, chaque pas faisant battre mon cœur un peu plus fort. Je ne savais pas ce qu'il prévoyait de dire. Je ne savais pas s'il révélerait notre connexion devant tout le monde ou s'il voulait juste s'assurer que je ne m'étais pas complètement effondré. Il s'est arrêté à une distance respectueuse, assez près pour que je puisse voir la légère cicatrice près de sa racine des cheveux qui n'était pas là la nuit où je l'ai opéré. Il était plus mince qu'à l'hôpital aussi, comme le sont parfois les gens après un long séjour. Mais ses yeux étaient les mêmes. Stables, clairs, chaleureux d'une manière qui semblait inconnue dans cette pièce. « Docteur Dubois », dit-il doucement. Entendre ce nom, à cet endroit, devant des gens qui avaient passé toute ma vie à prétendre que je n'étais rien de spécial, m'a frappé comme un coup de poing. J'ai senti le souffle quitter mes poumons. J'ai dégluti et me suis forcé à croiser son regard. « Étienne », ai-je réussi à dire. Il a hoché la tête une fois, sans en faire tout un plat, sans regarder autour de lui pour voir qui regardait.
Son attention est restée sur moi, comme si nous étions les deux seules personnes dans cet espace scintillant et étouffant. « Est-ce que ça va ?» a-t-il demandé. Une si petite question, 4 mots simples. Mais personne d'autre ne me l'avait demandé de toute la nuit. Pas mon frère, qui avait baissé la tête. Pas tante Hélène, qui était trop occupée à s'inquiéter du spectacle. Certainement pas mon père, qui se débattait encore avec sa propre panique. C'était comme si Étienne avait tendu la main à travers tout le bruit et l'avait posée sur la seule partie de moi qui se sentait encore saine d'esprit. J'ai failli mentir, failli arborer un sourire fragile et dire que j'allais bien parce que c'est ce qu'on m'avait appris à faire depuis que j'étais assez grande pour comprendre que mes sentiments mettaient les autres mal à l'aise. Mais là, sous la lumière du lustre, avec mon père essayant frénétiquement d'effacer son erreur d'une nappe et mes parents regardant n'importe où sauf vers moi, quelque chose en moi a refusé de suivre le vieux script. Je ne suis pas sûr, ai-je dit doucement. Ma voix me semblait étrange, plus fine que d'habitude. Mais je suis debout. Un minuscule sourire a traversé son visage. Pas amusé exactement, plutôt soulagé. Ça compte pour quelque chose, a-t-il dit. Derrière lui, je pouvais sentir le poids de la pièce peser encore. Les gens faisaient semblant de reprendre leur conversation, mais leur attention glissait vers nous toutes les quelques secondes, curieuse, évaluatrice, les commérages se formant déjà dans leurs yeux. Je savais comment ça fonctionnait. Le matin, il y aurait une douzaine de versions de cette histoire qui flotteraient en ville, la plupart d'entre elles ignorant complètement la vérité. Étienne semblait le sentir aussi. Il s'est légèrement déplacé, orientant son corps de manière à se tenir entre moi et le pire des regards. C'était un petit mouvement, presque imperceptible, mais il formait une sorte de bouclier. Pour la première fois de la soirée, je ne me sentais pas complètement exposé. J'ai entendu mon frère s'éclaircir la gorge derrière moi comme s'il voulait dire quelque chose, puis se raviser. Tante Hélène a marmonné sous son souffle à propos des manières et du drame. Je les ai ignorés tous les deux. Vous n'étiez pas obligé de venir, ai-je dit à Étienne, forçant mes mains à relâcher leur prise sur la chaise. Peut-être pas, a-t-il répondu. Mais je me souviens de ce que ça fait d'avoir quelqu'un au-dessus de soi quand on est impuissant. Je me suis dit que le moins que je puisse faire, c'était de rendre l'appareil. Ma gorge s'est serrée. J'ai pensé au bloc opératoire. Les bips pressés, l'odeur de sang et d'antiseptique, la façon dont sa vie avait tenu au bord d'une décision qui était tombée entre mes mains. À l'époque, il m'avait fait confiance sans rien savoir de moi, à part mon nom et ma voix. Maintenant, il était là, remboursant cette confiance sur un champ de bataille complètement différent. Merci, ai-je dit. Les mots sont sortis à peine plus forts qu'un murmure, mais il les a entendus. Il a de nouveau hoché la tête comme si nous venions de confirmer quelque chose d'important. Puis il a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule en direction de la table d'honneur où papa était assis, raide et la mâchoire serrée, le téléphone toujours à la main. Le regard sur le visage d'Étienne a changé. Pas en colère exactement, mais en quelque chose de plus froid, de plus aiguisé. Le regard d'un homme qui avait vu assez du monde pour reconnaître la lâcheté quand elle se présentait en costume-cravate. Il y a plus que ça, a-t-il dit doucement, ramenant son attention sur moi. La façon dont le président a dit votre nom lors de cet appel, la façon dont votre père a réagi. Vous n'êtes pas obligé de me dire quoi que ce soit, mais sachez que je ne suis pas aveugle. J'ai laissé échapper un lent soupir. Je n'avais pas réalisé que je le retenais. Pour la première fois depuis très longtemps, j'avais l'impression que quelqu'un regardait mon père et voyait ce que je voyais, au lieu de la version charmante qu'il jouait pour tout le monde. Le chaos de la pièce continuait de pulser autour de nous, une chose vivante. Quelque part près du bar, des verres ont tinté. La coordinatrice de l'événement avait commencé à parler avec un des jeunes managers, tous deux jetant des regards nerveux vers la table d'honneur comme s'ils attendaient des instructions. Les membres de l'orchestre tenaient toujours leurs instruments, incertains s'ils devaient recommencer à jouer ou attendre une sorte de signal. Tout ce sur quoi je pouvais vraiment me concentrer, cependant, c'était le simple fait que dans cette salle de bal bondée, pleine de gens qui partageaient mon nom de famille et de gens qui dépendaient de mon père pour leur salaire. La seule personne qui s'était dirigée vers moi au lieu de s'éloigner était un homme qui ne me devait rien de plus qu'un merci. Et il me l'avait déjà donné. Pendant un moment, le bruit autour de nous s'est estompé. Le cliquetis des assiettes s'est adouci. Les yeux froids et observateurs de mes parents se sont fondus dans l'arrière-plan. Il n'y avait que le doux bourdonnement des lumières, le léger parfum de pain de l'immense sapin de Noël, et la présence stable de ce soldat debout devant moi,
comme s'il avait décidé que quoi qu'il arrive ensuite, je ne resterais pas seul. C'était une petite chose mesurée contre les années de blessures qui avaient précédé, mais parfois, ce sont les petites choses qui fissurent la surface. J'ai redressé un peu les épaules et levé le menton, et au même instant, la pièce a semblé avoir un autre hoquet. Un jeune homme en chemise blanche et gilet noir s'est glissé de derrière la table d'honneur, serrant un téléphone dans ses deux mains comme s'il s'agissait de quelque chose de fragile. Ses yeux étaient grands ouverts, un peu paniqués, de la manière dont le personnel a l'air quand il est entraîné dans quelque chose qui dépasse de loin son salaire. Il est allé droit vers mon père. « Monsieur, dit-il, la voix basse mais urgente. Le président demande à vous parler à nouveau. Il dit que c'est important. » Papa venait de réussir à étaler le pire du vin en une tache rose pâle sur la nappe. Il leva les yeux, l'irritation traversant son visage avant qu'il ne semble se souvenir de qui pourrait être à l'autre bout de cette ligne. Sa mâchoire se serra. Il arracha le téléphone des mains du jeune homme et le renvoya d'un geste. Je pouvais voir ses doigts trembler autour de l'appareil, même de là où je me tenais. Il le pressa contre son oreille, forçant ses traits à retrouver quelque chose qui ressemblait à un sourire, bien que cela ressemblât plus à une grimace. « Oui, monsieur, dit-il un peu trop fort. Oui, c'est Robert Dubois. Joyeux Noël encore. » Il y eut une brève pause. Un silence s'installa sur le cercle immédiat autour de nous. Personne n'était censé entendre ce que le président disait, mais la curiosité a de bonnes oreilles. Les gens se penchèrent sans bouger les pieds. Je ne pouvais pas distinguer l'autre voix, juste son faible bourdonnement. Quoi qu'il ait été dit, cela fit mon père se redresser encore plus. La couleur qui avait commencé à revenir sur ses joues disparut à nouveau. « Non, non, monsieur, lâcha-t-il. Ce doit être une sorte de malentendu. » Son volume avait encore monté d'un cran. Quelques invités proches échangèrent des regards. Étienne se rapprocha subtilement de moi. Sa présence, un poids solide à mes côtés. Je pouvais presque sentir la tension émaner de lui. Papa écouta une seconde de plus, puis rit. Trop aigu, trop fin. Le docteur Amélie Dubois, répéta-t-il, et entendre mon nom complet sur ce ton me serra l'estomac. C'est juste ma fille, monsieur. Elle est là, bien sûr, mais elle n'est pas enfin, elle n'est personne d'important. Les mots atterrirent comme de petites pierres dans ma poitrine. J'avais entendu des variations de cette phrase toute ma vie. Ça m'étonnait encore qu'il puisse la dire sans une once d'hésitation. Le téléphone crépita faiblement. Le président a dû dire quelque chose de sec parce que mon père tressaillit. Sa voix sursauta à nouveau. « Non, monsieur, dit-il bien trop fort maintenant. Elle n'est pas une VVIP. Elle a 34 ans, cheveux châtains, en surpoids. Elle a un travail médical quelconque, mais je ne pensais pas que ça importait pour ce soir. » Une vague de froid m'envahit. Autour de nous, le demi-cercle d'auditeurs se raidit. Quelqu'un retint son souffle. Quelqu'un d'autre marmonna mon nom sous son souffle comme s'il le goûtait pour la première fois. La main d'Étienne tressaillit à son côté. Pendant un moment, je crus qu'il allait s'avancer et simplement prendre le téléphone. Au diable la chaîne de commandement. Sa mâchoire était si serrée qu'un muscle tressaillit près de sa tempe. Ses yeux ne quittèrent jamais le visage de mon père. La voix du président s'éleva assez pour que même de là où je me tenais, je puisse entendre le vague contour de ses mots. Pas chaque syllabe, mais assez pour les reconstituer. Le docteur Dubois a sauvé mon fils. Important. Respect. Papa se figea, ses doigts se resserrant si fort autour du pied de son verre de vin que je me demandais s'il n'allait pas se briser. Il regardait droit devant lui, le vernis de charme arraché, laissant place à quelque chose de petit et d'effrayé. « Monsieur, il doit y avoir une erreur, dit-il, mais la confiance avait disparu. Elle n'a jamais rien dit sur le fait d'avoir sauvé quelqu'un. Elle ne parle pas de son travail. » Je supposais qu'il s'interrompit. Il supposait ce qu'il avait toujours supposé, que rien de ce que je faisais quand je sortais de son champ de vision n'avait assez d'importance pour peser dans une pièce comme celle-ci. Le silence à l'autre bout de la ligne s'étira, lourd comme du plomb. Même les gens qui ne pouvaient pas entendre la voix du président pouvaient sentir sa pression à travers la réaction de mon père. Le jeune serveur planait près du bord de la Seine, ayant l'air de vouloir s'enfoncer dans le sol. Étienne se pencha plus près de moi, bien qu'il ne m'ait toujours pas touché. Sa voix était basse, destinée uniquement à mes oreilles.
S'il continue de parler comme ça, murmura Étienne, je vais devoir dire quelque chose. Il n'y avait aucune bravade là-dedans. Aucune suffisance affectée. Cela sonnait comme une simple déclaration de fait, de la manière dont un soldat pourrait énoncer un objectif. Aller du point A au point B. Ne pas laisser ses hommes derrière. Mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Une partie de moi voulait qu'il se taise, qu'il laisse le moment passer pour que je puisse redevenir invisible. Une autre partie, celle qui avait recousu un homme dans un bloc opératoire, celle qui en avait assez d'avaler des insultes juste pour garder la paix, voulait que quelqu'un qualifie enfin mon père de ce qu'il était. Papa s'éclaircit la gorge. Ses yeux balayèrent la pièce, se posant finalement sur moi. Pour la première fois de la soirée, il me regarda vraiment, comme s'il essayait de réconcilier la fille qu'il traînait au dîner de famille avec la personne que le président insistait à qualifier de médecin ayant fait quelque chose digne de gratitude. C'est juste ma gamine, dit-il au téléphone, le désespoir suintant de chaque mot. Monsieur, je vous promets que si elle a fait quoi que ce soit, c'était purement son travail. Vous n'aviez pas besoin de la lister comme VVIP. Je suis sûr que nous pouvons arranger tout ça. Étienne inspira brusquement. Je pouvais sentir la décision se former en lui comme un nuage d'orage s'épaississant. Si mon père niait mon travail une fois de plus, je savais qu'Étienne allait marcher jusqu'à cette table et dire devant Dieu et tout le monde exactement qui j'étais et ce que j'avais fait. J'avais presque envie qu'il le fasse. La voix du président s'éleva à nouveau, plus distincte maintenant. J'entendis mon nom, les mots chirurgienne et sauvé et la phrase pas traitée correctement ce soir. Chaque morceau semblait être un projecteur braqué sur un coin que mon père avait soigneusement gardé dans l'ombre. Le visage de papa se détendit. Sa bouche s'ouvrit puis se referma. Il déglutit si fort que je pus voir sa gorge travailler. Le téléphone toujours pressé contre son oreille, il attrapa de nouveau son verre de vin de sa main libre. Comme si le mouvement familier pouvait le calmer. Au lieu de cela, ses doigts glissèrent contre le pied lisse. Le verre bascula. Une traînée de rouge foncé éclaboussa le devant de sa chemise, s'épanouissant comme une blessure. Quelques gouttes frappèrent à nouveau la table, approfondissant la tache précédente. Autour de nous, les invités essayaient de faire semblant de ne pas regarder, mais leur regard était rivé sur la scène. On pouvait sentir l'embarras collectif, la prise de conscience que l'homme avec qui ils avaient ri quelques minutes plus tôt était en train de se décomposer devant eux. Papa redressa le verre en tâtonnant, sa main tremblant si fort qu'elle cliqueta contre la table. Il marmonna quelque chose dans le téléphone. Un enchevêtrement d'excuses et de justifications que personne ne put tout à fait saisir. Sa confiance habituellement tonitruante s'était réduite à quelque chose d'humilié et de petit. Je suis resté là à le regarder, et pour la première fois de ma vie, je ne l'ai pas vu comme la figure géante qui remplissait chaque pièce de mon enfance, mais comme un homme effrayé qui venait de se heurter de plein fouet à une vérité qu'il ne pouvait pas transformer en blague. Étienne se redressa à côté de moi, les épaules carrées, les yeux durs. Il regarda de mon père à moi et de nouveau, comme un homme mesurant la distance entre ce qui était dit et ce qui était réel. À ce moment-là, il était clair que quoi qu'il arrive ensuite, l'équilibre dans notre famille avait déjà changé. Mon père ne le savait tout simplement pas encore. Le président a dû finir ce qu'il avait à dire car mon père a finalement baissé le téléphone, sa main tombant à son côté, l'écran brillant encore dans sa paume. Il avait l'air de quelqu'un à qui on venait de retirer le sol sous les pieds. Et pendant une brève seconde, il y avait presque quelque chose comme de la peur dans ses yeux. Puis il a semblé se souvenir qu'il avait un public. Il s'est éclairci la gorge et a forcé un rire qui ne sonnait même pas un peu réel. Communication, dit-il, la voix se brisant sur le premier mot avant qu'il ne la pousse plus fort. Désolé pour l'agitation par ici. Juste un malentendu avec le patron. Vous savez comment sont ces gens de haut niveau avec les titres et tout ça. Son regard a glissé vers moi, puis s'est détourné si vite que c'était presque un sursaut. Il a essayé de remettre son masque charmant et de reprendre le contrôle qu'il avait perdu. Cela aurait été presque drôle si ce n'était pas construit sur mon humiliation. Un murmure a traversé la pièce, bas et électrique. Les gens ne savaient pas quoi faire de leurs yeux ou de leurs mains. Quelques-uns ont pris des verres qui étaient déjà vides juste pour avoir quelque chose à tenir. Les membres de l'orchestre se sont agités sur la petite scène, se chuchotant des choses, attendant un signal qui ne venait pas. Étienne a fait un pas en avant. Il a lâché le dossier de ma chaise et s'est dirigé vers le centre de l'espace ouvert entre les tables et la piste de danse.
Il ne s'est pas précipité. Il n'a pas tapé du pied ni crié. Il a marché d'un pas régulier et délibéré, celui de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il va faire et ne prévoit pas de s'en excuser. Je l'ai regardé, mon cœur grimpant dans ma gorge. Chaque conversation dans la pièce semblait s'amenuiser puis s'interrompre alors que les gens le remarquaient bouger. Les têtes se sont tournées, les fourchettes se sont immobilisées à mi-chemin des assiettes. Ma tante Hélène a fait un petit bruit d'étouffement et a attrapé le bras de mon frère, mais il n'a pas bougé. Étienne s'est tourné pour faire face à la table d'honneur où mon père était assis. Pendant un moment, ils se sont simplement regardés. Un homme dans un costume cher, du vin rouge s'épanouissant sur le devant de sa chemise comme un signe de mauvais jugement. L'autre dans une veste sombre et simple, les épaules carrées, les yeux clairs, la faible ombre d'une cicatrice à sa tempe attrapant la lumière. Quand Étienne a parlé, sa voix n'était pas forte, mais elle portait. La pièce était devenue si silencieuse que chaque mot atterrissait avec une clarté parfaite. Ce n'était pas un malentendu, a-t-il dit. C'était un manque de respect. Une petite ondulation a parcouru la foule. Mon père a cligné des yeux. Jeune homme, a-t-il commencé, essayant de convoquer sa vieille autorité. Je ne sais pas pour qui vous vous prenez, mais c'est une affaire de famille privée. Étienne a secoué la tête une fois. Non, monsieur, a-t-il répondu. Ce n'est pas seulement familial. Vous parlez du médecin qui m'a sauvé la vie. C'était comme si quelqu'un avait tiré une fusée éclairante dans un ciel sombre. Les mots ont tout illuminé. Il s'est légèrement tourné pour que plus de gens dans la pièce puissent voir son visage, mais ses yeux sont revenus aux miens, nous ancrant l'un à l'autre. Elle m'a sauvé la vie, a-t-il dit, chaque syllabe mesurée et sûre. Le docteur Amélie Dubois, juste là. C'est la raison pour laquelle je suis debout ici au lieu que ma mère choisisse une pierre tombale cet hiver. On pouvait sentir le changement alors que ces mots se propageaient dans la foule. Les gens qui avaient entendu des chuchotements à propos d'une chirurgienne, d'une VVIP, ont soudainement fait le lien. La femme qu'ils avaient vue se faire traiter de paresseuse, de grosse et d'insignifiante était maintenant identifiée comme quelqu'un qui avait ramené un homme du bord du gouffre. On pouvait voir la compréhension les submerger. Certains visages rougissant de honte, d'autres d'une sorte de respect surpris. Les chuchotements sont venus ensuite, doux, vifs, partout. Docteur, chirurgienne, l'a sauvée, cette femme-là. Une femme du service comptable de mon père a mis une main sur sa bouche. Un des cadres supérieurs m'a regardé comme si j'avais une tête en plus. Même la coordinatrice de l'événement, qui s'était agrippée à son presse-papier comme à un bouclier, s'est un peu rapprochée, comme si elle réalisait soudain que l'histoire qui se déroulait serait répétée longtemps après qu'elle ait rangé ce presse-papier. Mon père a essayé de rire à nouveau, mais s'est sorti étranglé. Oh, allons. On s'amuse un peu. C'est ma fille. On plaisante toujours comme ça. Elle le sait, n'est-ce pas, Amélie? Tous les yeux se sont tournés vers moi. J'ai senti le poids de leur regard, lourd comme des sacs de sable. La vieille impulsion de hocher la tête, de sourire et de faciliter les choses pour tout le monde m'a tenaillé. La bonne fille, la silencieuse, celle qui absorbe le coup pour que la pièce puisse continuer à prétendre que rien ne va mal. Mais Étienne était là, ses mots flottant encore dans l'air, tranchant à travers des années de bruit, et quelque chose en moi qui avait été plié pendant très longtemps a décidé qu'il ne se plierait plus. Ma voix est sortie basse, stable, comme elle le fait quand je demande un scalpel au bloc opératoire. Je ne suis pas une blague, papa, ai-je dit. Je n'ai jamais été une blague. On aurait pu entendre une mouche voler. Le murmure s'est tu aussi vite qu'il avait commencé. Mon père m'a regardé comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Sa bouche s'est ouverte et fermée. Aucun son n'en est sorti. Pour une fois, il n'avait pas de répartie rapide. Pas de pique facile, pas de boutade pour détourner l'attention. Une femme près du fond de la pièce, quelqu'un que je reconnaissais vaguement des ressources humaines, s'est éclairci la gorge. Je suis vraiment désolé, a-t-elle dit, sa voix tremblant un peu alors qu'elle dirigeait les mots vers moi. Je ne savais pas. Nous ne savions pas. J'ai hoché la tête avec raideur, ne me faisant pas confiance pour répondre sans pleurer ou m'énerver. Aucune des deux options ne me semblait bonne à jouer devant tous ces gens. Un autre homme, quelqu'un de la logistique qui avait ri le plus fort plus tôt, a posé son verre et a fixé le sol. Il avait l'air de vouloir s'y enfouir. Papa a repoussé sa chaise comme s'il avait l'intention de se lever, puis a semblé se raviser.
Il a attrapé sa serviette à la place, tamponnant inutilement la tache sur sa chemise. Tout le monde est trop sensible de nos jours, a-t-il marmonné. On ne peut même plus faire une simple blague sans que les gens agissent comme si on avait commis un crime. Étienne l'a regardé et il n'y avait pas une once de peur ou de déférence dans ce regard. Une blague n'est drôle que si tout le monde rit, a-t-il dit doucement. Je ne l'ai pas entendu rire. La phrase a tranché à travers la piètre excuse que mon père essayait de construire. Il a fermé la bouche, mais le mal était déjà fait. Quelque chose en moi a cédé alors, pas d'une manière effondrée, plutôt comme une soupape de sécurité qui se déclenche enfin. J'ai senti une vague d'épuisement me submerger, suivie d'une clarté que je ne m'attendais pas à ressentir dans cette pièce. J'en ai fini, m'entendis-je dire. Pas fort, juste ferme. Je me suis éloigné de ma chaise. Le mouvement a surpris quelques personnes à proximité. Comme si elles avaient oublié que j'avais des jambes et que je pouvais les utiliser. Je pouvais sentir leurs yeux me suivre. Mais pour une fois, cela ne m'a pas cloué sur place. Je me suis tourné et j'ai marché vers les portes latérales qui menaient au couloir et aux toilettes. Le bruit sourd de mes talons sur le sol poli résonnant dans mes propres oreilles. Derrière moi, j'ai entendu ma tante Hélène siffler mon nom comme si c'était moi qui faisais une scène. Mon frère a appelé doucement, mais il n'a pas suivi. Il ne le faisait jamais. Je n'ai pas regardé en arrière. Le couloir à l'extérieur de la salle de bal était plus frais. L'air moins lourd. La musique s'était atténuée en un faible bourdonnement. Les appliques murales jetaient une lumière plus douce sur le tapis à motifs. Une couronne de Noël était suspendue au-dessus d'une petite console, son ruban rouge tombant légèrement, comme si elle aussi était fatiguée de tout maintenir en place. Je me suis arrêté près du bout du couloir, près d'une grande fenêtre où je pouvais voir la neige tomber encore dehors. J'ai posé une main contre la vitre froide, ayant besoin de quelque chose de solide pour m'ancrer. Ma poitrine était serrée. Ma gorge me brûlait. Mais les larmes que j'attendais ne sont pas venues. C'était comme si j'avais franchi une ligne intérieure et les avais laissées derrière moi avec ma chaise. Un moment plus tard, j'ai entendu des pas, fermes mais pas pressés. Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir que c'était Étienne. Sa façon de se déplacer était déjà familière. Je suis désolé, a-t-il dit en m'atteignant. J'ai laissé échapper un souffle court et sans humour. Pourquoi, ai-je demandé, avoir dit la vérité? Pour avoir attendu si longtemps, a-t-il répondu. Pour ne pas être intervenu plus tôt. Je l'ai entendu vous dire ces choses. Et j'espérais qu'il s'arrêterait de lui-même. C'était mon erreur. Je me suis retourné alors, m'appuyant contre la fenêtre pour pouvoir voir son visage. La lumière du couloir attrapait les plans de celui-ci. Les faibles lignes de douleur qui persistaient encore de sa convalescence. L'honnêteté inébranlable dans ses yeux. Vous avez fait plus que n'importe qui d'autre dans cette pièce, ai-je dit doucement. Ça veut dire quelque chose. Il m'a étudié une seconde comme pour vérifier si je le croyais vraiment ou si je le disais juste pour qu'il se sente mieux. Ce qu'il y a trouvé a semblé le satisfaire car une partie de la tension dans ses épaules s'est relâchée. Quand mon unité a été touchée, a-t-il dit lentement, je me souviens avoir pensé que je n'étais pas prêt à partir. Pas encore. Je me suis accroché à la voix de la personne qui me disait de rester. C'était vous. Alors, voir votre propre père essayer de vous rabaisser devant tous ces gens, ça m'a fait quelque chose. Je ne pouvais pas garder ma bouche fermée et vivre avec moi-même. La sincérité de ces mots a tranché à travers une couche d'engourdissement que je n'avais même pas réalisé s'être accumulée. J'ai dégluti difficilement, sentant la piqûre derrière mes yeux menacer enfin de déborder. Il a fouillé dans la poche de sa veste et a sorti un morceau de papier plié. Il était usé sur les bords, comme s'il avait été ouvert et refermé trop de fois. J'ai écrit ça quand j'étais encore en rééducation, a-t-il dit. Une lettre que je n'ai jamais eu la chance de vous donner. Je me suis dit que ce soir serait peut-être ma chance, mais les choses ont mal tourné avant que je ne le puisse. Il a fait une pause, puis a ajouté, si vous la voulez, elle est à vous. Si vous n'en voulez pas, je la jetterai. C'est à vous de décider. J'ai fixé le papier dans sa main. Derrière lui, à travers les portes de la salle de bal légèrement ouvertes, je pouvais entendre le murmure des voix qui luttaient pour prétendre que rien de monumental ne venait de se produire. J'ai pensé à mon père assis là, essayant de recoller les morceaux de son ego. J'ai pensé à ma mère, à la petite fille que j'avais été,
à chaque fois que j'avais ravalé ma propre douleur pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise. J'ai tendu la main et j'ai pris la lettre. Merci, ai-je dit. Il a fait un petit signe de tête. Pour la deuxième fois de la soirée, il s'est positionné entre moi et le bruit, ne bloquant pas ma vue, juste en prenant une partie du poids. Dans ce coin de couloir calme, avec la neige dérivant devant les fenêtres et les sons étouffés de la fête qui luttait pour redémarrer, j'ai réalisé que pour la première fois de ma vie, quelqu'un avait vu mon père exactement tel qu'il était et avait choisi de se tenir à mes côtés plutôt qu'aux siens. Je savais aussi sûrement que je connaissais mon propre nom, que rien entre mon père et moi ne pourrait jamais revenir à ce qu'il avait été. Après un moment, j'ai glissé ma main dans ma pochette, y ai rangé la lettre pliée d'Étienne en toute sécurité, et lui ai dit que je devais partir. Pas pour retourner dans la salle de bal. À la maison. Loin de l'odeur de vin et du son des gens essayant de prétendre que tout était normal. Il a proposé de me raccompagner à ma voiture. Je l'ai laissé faire. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Le silence entre nous semblait solide, pas gênant, comme une couverture doucement posée sur quelque chose de vif. À l'entrée, il s'est arrêté, m'a remercié à nouveau de sa manière simple, et a dit qu'il serait dans le coin si j'avais besoin de quoi que ce soit. J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour ouvrir la lettre pour l'instant. Le parking était glissant de neige à moitié fondue, l'air froid me mordant les joues alors que je marchais vers ma vieille berline. Le trajet du retour était un flou de phares et de routes de campagne sombres. Je n'arrêtais pas de rejouer la nuit dans ma tête. Les mots de papa, son visage quand le président l'a corrigé, Étienne debout au centre de cette pièce, ma propre voix disant « Je ne suis pas une blague ». Tout cela semblait un peu irréel, comme un film dans lequel j'étais entré par accident. Quand je suis arrivé dans mon allée, la maison avait l'air plus petite que dans mon souvenir, une simple maison de plein pied avec une balustrade de porche affaissée et une lumière qui brillait encore à la fenêtre de devant. Je suis entré et j'ai été accueilli par la faible odeur de pin du modeste sapin que j'avais installé dans le coin du salon. J'ai enlevé mes chaussures, accroché mon manteau, et je suis resté un long moment dans le silence, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur et le tic-tac de la vieille horloge sur le mur. Mon téléphone a vibré sur la table basse. Puis il a vibré encore et encore. Je l'ai pris et j'ai vu une série de messages de numéros que je reconnaissais des repas de fête et des pique-niques d'entreprise d'année. Des gens des industries de la Manche, des gens qui me connaissaient comme la fille de Robert, comme la fille silencieuse qui se montrait de temps en temps et aidait toujours au nettoyage. Un message disait que le président était très déçu de la tournure des événements cette nuit-là. Un autre laissait entendre que l'histoire se propageait déjà dans les bureaux de la direction. Quelqu'un d'autre a écrit que les gens disaient que la promotion pourrait être reconsidérée, au moins temporairement, jusqu'à ce que les questions sur le comportement de mon père soient abordées. Une photo était jointe à un SMS, un cliché flou de la table d'honneur pris de l'autre côté de la pièce. On pouvait voir mon père penché sur le téléphone, du vin sur sa chemise, son visage pris dans un moment entre la colère et la panique. Ma propre épaule était visible au bord du cadre, à moitié tournée. J'ai posé le téléphone avec précaution, comme s'il pouvait exploser. Pendant des années, j'avais imaginé mon père faire face à une sorte de conséquence pour la façon dont il me traitait. Mais dans mon esprit, cela avait toujours été quelque chose de privé, une dispute qui allait finalement trop loin. Un membre de la famille qui intervenait. Je n'avais pas imaginé que cela se produirait dans une salle de bal remplie de collègues et de voisins. Je n'avais pas imaginé que le président de son entreprise serait celui qui lui tendrait un miroir. Le téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était ma cousine du côté de mon père. Son message n'était pas tendre. Elle disait que j'avais vraiment fait passer papa pour un idiot. Elle disait que j'aurais dû rire avec lui, détendre l'atmosphère, ne pas prendre les choses si au sérieux. Elle m'a demandé à quoi je pensais, à laisser un soldat s'exprimer comme ça et faire une scène. Un autre message est venu de mon frère aîné. Ces mots étaient plus courts mais plus vifs. Il disait que quels que soient les problèmes que j'avais avec papa, ils auraient dû rester entre nous. Que maintenant j'avais mis en péril sa promotion. Que je devais arranger ça d'une manière ou d'une autre. J'ai lu leurs mots 2 fois, un étrange calme s'installant en moi. L'ancienne version de moi aurait pu ressentir une vague de culpabilité même si je n'avais rien fait de mal. J'aurais pu commencer à rédiger des réponses apologétiques, essayant d'arrondir les angles, essayant de porter le poids du malaise de tout le monde sur mon dos. Cette fois, j'ai ressenti quelque chose de différent. Mes pouces ont plané au-dessus du clavier. Je pouvais sentir mon cœur battre,
mais mon esprit était clair d'une manière qui semblait nouvelle. J'ai tapé lentement que papa s'était fait ça à lui-même, que je ne lui avais pas demandé de m'utiliser comme la chute de la blague de sa grande soirée de promotion, que je n'avais pas demandé au président de connaître mon nom, d'appeler pendant la fête ou de le corriger. J'ai écrit que si les gens étaient déçus, ils devraient être déçus par l'homme qui s'était moqué de sa propre fille devant 200 personnes, pas par celle qui avait osé dire qu'elle n'était pas une blague. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir trop réfléchir. Presque immédiatement, 3 points sont apparus sur l'écran du contact de mon frère, puis ont disparu, puis sont réapparus. Finalement, il a écrit que je faisais du cinéma. Que papa nous avait toujours taquinés, que je devais arrêter de me comporter en victime. J'ai fixé le mot victime jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Pendant un moment, la vieille douleur a refait surface, celle qui vient du fait d'être incompris par les personnes même qui partagent votre sang. Je me suis laissé la ressentir. Puis, j'ai posé le téléphone et je suis allé dans la cuisine. J'ai versé un verre d'eau, j'ai pris une lente gorgée et j'ai écouté le silence. J'ai pensé à ma mère, à la façon dont elle se tenait entre papa et moi avec une voix douce et des yeux fatigués. J'ai pensé à ce qu'elle dirait si elle pouvait voir cette salle de bal, entendre ces mots. Me voir partir au lieu de rester assise et d'encaisser. Dans mon esprit, je pouvais presque l'entendre me dire que parfois, la survie consiste à quitter la table, même quand tout le monde s'attend à ce que vous restiez assis. Quand je suis retourné au salon, d'autres messages attendaient. Un d'une femme des ressources humaines qui avait été gentille avec moi quand j'étais adolescente et que je travaillais un été à la salle du courrier. Elle disait qu'elle était fière de moi, qu'elle n'avait jamais aimé la façon dont papa parlait de sa famille, qu'elle était contente que quelqu'un se soit enfin levé. Un autre d'un manager de niveau intermédiaire qui avait toujours été neutre. Il a admis que le président avait l'air furieux quand il a réalisé comment mon père s'était comporté. Il a dit que les gens chuchotaient déjà que le conseil d'administration pourrait vouloir ralentir la célébration du nouveau PDG jusqu'à ce qu'ils comprennent ce qui s'était réellement passé. Je me suis assise sur le canapé et j'ai ramené mes genoux sous moi, j'ai enroulé une de mes vieilles couvertures autour de mes épaules. Les lumières du petit sapin clignotaient paresseusement dans le coin. Dehors, une déneigeuse grondait dans la rue, raclant la glace. Au loin, j'entendais un chien aboyer. Pour la première fois de la soirée, les larmes sont enfin venues. Pas d'énormes sanglots haletants, juste un filet constant qui coulait sur mes joues pendant que je fixais le vide. J'ai pleuré pour la petite fille sur les marches de l'église, l'adolescente sur le terrain de baseball, la jeune femme aux funérailles de sa mère, pour chaque fois que j'avais ravalé mes mots pour garder la paix. Pour chaque dîner où je me suis laissé être la chute de la blague pour que la soirée puisse se terminer sans dispute. J'ai aussi pleuré, bien que je ne veuille pas l'admettre, pour mon père. Pour l'homme à qui on avait donné chance après chance d'être meilleur, d'être gentil, d'être fier au lieu d'être cruel, et qui avait choisi encore et encore de porter le coup bas. Quand les larmes ont finalement ralenti, une sorte de résolution fatiguée a pris leur place. Je me suis essuyé le visage avec le bord de la couverture et j'ai repris mon téléphone. J'ai fait défiler les messages jusqu'à ce que j'atteigne un numéro que je connaissais comme étant la ligne principale des industries de la Manche. Le SMS le plus récent de ce contact disait simplement que le président voulait rencontrer mon père en personne après les vacances pour discuter de ce qu'ils ont qualifié de préoccupations concernant sa conduite. Préoccupations concernant sa conduite. Toute une enfance résumée en 4 mots simples. J'ai posé le téléphone et j'ai penché la tête en arrière contre le canapé. Je pouvais sentir quelque chose se former en moi. Une ligne que je n'étais plus disposé à laisser quiconque franchir. Pas mes cousins, pas mon frère, pas même l'homme qui m'avait donné mon nom de famille. Fuir cela serait facile. Je pourrais ignorer les appels, éviter les réunions de famille et faire semblant de ne pas entendre les commérages. J'avais fait des versions de cela toute ma vie. Mais pour la première fois, j'ai compris que rester silencieuse maintenant ne me protégerait pas seulement, cela donnerait à mon père la permission de réécrire ce qui s'était passé. De transformer la prise de position d'Étienne et la mienne en une autre histoire qu'il raconterait à sa manière. Je ne pouvais pas laisser cela se produire. J'ai pensé au regard sur le visage de mon père quand le vin a frappé sa chemise, quand il a réalisé que le président appréciait quelqu'un qu'il avait passé des années à démolir. J'ai pensé à la façon dont il avait cherché les vieilles excuses, les vieilles blagues, et à quel point elles sonnaient creuses. J'ai pensé à ce qui pourrait arriver si je m'asseyais en face de lui sans broncher et lui disais directement que je ne serais plus sa chute de blague. L'idée me faisait peur, mais elle me faisait aussi me sentir étrangement légère. Au moment où l'horloge du couloir a sonné minuit,
j'avais pris ma décision. Je n'attendrai pas qu'il débarque dans ma vie avec une autre excuse à moitié cuite liée à sa propre peur des conséquences. J'irai le voir en premier, non pas comme l'enfant espérant l'approbation, mais comme la femme qui avait enfin appris d'où venait sa propre valeur. J'ai éteint les lumières du sapin, rincé mon verre dans l'évier et je suis allé me coucher, sachant que la prochaine conversation avec mon père ne ressemblerait à aucune de celles que nous avions eues auparavant. Le lendemain matin, j'ai ouvert ma porte d'entrée avant que le coup ne finisse de retentir. Mon père se tenait sur mon porche, les épaules voûtées, la peau pâle sous la lumière hivernale. Pendant un moment, il ressemblait à une version plus âgée de l'homme de mon enfance. Le père qui semblait toujours trop grand pour les petits espaces, sauf que cette fois, il avait l'air rétréci, pressé de toutes parts. Il a demandé s'il pouvait entrer. Je me suis écarté. Il est entré lentement dans le salon, s'arrêtant au bord du tapis comme s'il ne savait pas quoi faire de lui-même. Il m'a dit que le président l'avait appelé cet après-midi-là. Sa voix tremblait en disant que le conseil d'administration voulait maintenant une explication écrite sur l'incident de la fête de Noël. Il voulait des détails sur ce qu'il avait dit à une invitée VVIP et pourquoi. Il voulait savoir si c'était une habitude. Je l'ai regardé passer une main sur son visage. Il a dit que le président n'avait encore rien décidé, mais que mon père sentait le changement. Il n'arrêtait pas de répéter qu'il avait travaillé près de 30 ans pour atteindre cette promotion, que tout pouvait lui être retiré avec une seule réunion du conseil. Puis il a dit qu'il avait besoin de mon aide pour arranger ça. Je n'ai rien dit. J'ai attendu. Il a pris une profonde inspiration, s'est ressaisi, et m'a dit qu'il était désolé. Désolé pour la façon dont il m'avait traité cette nuit-là. Désolé pour la façon dont il m'avait embarrassé. Désolé d'avoir laissé sa bouche aller plus vite que sa pensée. Ses yeux sont restés fixés sur le sol pendant qu'il parlait. Comme si les excuses étaient quelque chose de lourd qu'il n'osait pas regarder directement, mais le ton était faux. Il était fin, précipité, imbibé de peur. J'ai senti la vérité atterrir dans mon estomac. Il ne s'excusait pas parce qu'il comprenait enfin ce qu'il m'avait fait. Il s'excusait parce que son emploi était en danger. Je lui ai demandé quand il s'était déjà excusé comme ça auparavant. Il n'a pas répondu. Je lui ai demandé s'il serait là maintenant si le président n'avait jamais passé cet appel. Il s'est détourné. Il a marmonné que je rendais les choses plus difficiles qu'elles ne devaient l'être. Il a dit que les familles devraient s'entraider, surtout quand les enjeux étaient si élevés. Il m'a dit qu'il avait subvenu à mes besoins toute ma vie, et que tout ce dont il avait besoin de moi maintenant, c'était d'une simple faveur. Je lui ai dit la vérité, qu'il ne demandait pas une faveur. Il demandait une couverture. J'ai dit que le président n'était pas confus sur ce qui s'était passé. La seule personne encore confuse, c'était lui. Il a rétorqué que j'exagérais, que ce n'était qu'une blague, que les gens rient tout le temps des toasts. Je lui ai demandé s'il se souvenait du silence qui était tombé après que ces mots aient frappé la table. Je lui ai demandé s'il se souvenait des visages qui se tournaient, de la façon dont même ses collègues s'étaient éloignés de lui comme si un fil électrique s'était rompu. Il a agité la main, irrité, et a dit que les gens étaient trop sensibles de nos jours, que tout le monde avait surréagi. Puis il a dit la chose qui a fait se former quelque chose de froid et de définitif en moi. Il m'a dit que je faisais toute une histoire exprès. Il a dit que j'aimais être le centre de l'attention. Je lui ai demandé s'il avait la moindre idée du nombre d'années que j'avais passé à essayer de rester hors de son projecteur. Combien de fois j'étais restée silencieuse pour garder la paix. Combien de fois j'avais caché mes victoires pour qu'il puisse continuer à me traiter de petite. Il a dit que je faisais du cinéma. J'ai dit qu'il n'avait aucune idée de ce qu'était le cinéma, mais qu'il en jouait une version depuis des décennies. Chaque fois qu'il avait besoin que la pièce se plie autour de lui. Nous nous tenions de part et d'autre du salon, mon père s'agrippant au dossier du canapé comme s'il avait besoin de quelque chose pour le maintenir debout. Je lui ai parlé des marches de l'église quand il a plaisanté sur mon poids devant le curé. Je lui ai parlé de la collecte de fonds du Buzzball où il a dit à des inconnus que je mangeais trop. Je lui ai parlé de chaque moment de mon enfance que j'avais rangé parce que ça faisait trop mal de le garder en vue. Il n'a pas nié ses histoires. Il a juste dit qu'il essayait de m'endurcir, que j'avais toujours pris les choses trop au sérieux, que je devais comprendre le monde réel. Je lui ai dit que le monde réel, c'était ce dans quoi j'entrais chaque jour à l'hôpital. Le monde réel, c'était de recoudre un soldat pendant que les alarmes hurlaient et que quelqu'un décomptait la perte de sang. Le monde réel, ce n'était pas ces blagues.
Il a répété qu'il avait besoin que je dise au président que tout avait été exagéré, que je n'avais pas été offensé, que c'était un malentendu. Il m'a dit que je pouvais sauver sa promotion. Je lui ai dit que j'en avais fini d'être la chose qu'il utilisait pour se sauver. Ses épaules sont tombées, ses yeux ont balayé la pièce, cherchant les bons mots. Il a finalement réussi à dire quelque chose qui ressemblait à des excuses, mais c'est encore sorti de travers. Il a dit qu'il m'aimait à sa manière. Il a dit qu'il ne voulait pas me faire de mal. Il a dit qu'il ne savait pas quoi dire d'autre. Pendant un moment, quelque chose en moi s'est adouci. Puis il a dit la phrase suivante, celle qui a enlevé la douceur. Il a dit que si le conseil le rétrogradait, tout le monde dans la famille me blâmerait. La voix de ma mère a résonné dans mon esprit. Tu apprends aux gens comment te traiter par ce que tu autorises. Je me suis approché. Je lui ai dit que je rencontrerais le président et que je dirais la vérité. Je n'embellirai pas et je ne le protégerai pas de ses propres actions. J'ai dit que je ne le laisserais pas m'utiliser comme bouclier. Il a semblé surpris, presque offensé. Il m'a demandé si je comprenais ce que je risquais. Je lui ai dit que c'était lui qui risquait des choses, pas moi. La pièce semblait petite et froide. Mon père s'est frotté les mains comme s'il pouvait les réchauffer. Puis il a demandé si je promettrais au moins de parler favorablement de lui pour protéger le titre qu'il avait attendu toute sa vie. J'ai dit que je parlerais équitablement. C'était tout. Il a ouvert la bouche pour argumenter, puis l'a refermée. Quelque chose sur son visage s'est affaissé. Il a hoché la tête une fois, raide et réticent. Il s'est dirigé vers la porte, s'est arrêté la main sur la poignée, et a dit qu'il espérait que je ne regretterais pas d'avoir rendu les choses difficiles. Je lui ai dit que la seule chose que je regrettais, c'était de l'avoir laissé se faciliter les choses à mes dépens pendant si longtemps. Il est parti sans dire au revoir. J'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle, laissant ma respiration revenir lentement. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de libération. Pour la première fois, je n'avais pas essayé de le protéger de la vérité. Pour la première fois, je m'étais protégé moi-même. Dehors, le vent froid a fait vibrer la balustrade du porche, et j'ai senti quelque chose changer en moi. Une frontière tracée nettement pour la première fois. Je savais que la prochaine étape ne serait pas facile, mais elle serait la mienne. Et quand j'entrerais enfin dans le bureau du président, je prévoyais de le faire la tête haute. Je suis arrivé au bâtiment des industries de la Manche tôt ce matin-là, plus tôt que nécessaire. Le ciel était encore gris, le parking à moitié vide, et le froid mordait à travers mon manteau. En sortant de ma voiture, je pouvais voir ma respiration flotter dans l'air comme une fumée pâle. Mes mains se sont resserrées sur la sangle de mon sac alors que je marchais vers les portes en verre. Je n'avais dormi que quelques heures, mais je me sentais stable d'une manière que je n'avais pas prévue. Quelque chose en moi s'était mis en place après ma conversation avec papa. Je n'arrêtais pas de penser à toutes les années où j'avais attendu qu'il soit celui qui se tienne droit. Maintenant, je le faisais enfin pour moi-même. Le gardien de sécurité m'a salué poliment. Je lui ai donné mon nom et en 1 minute, l'assistante du président est apparue, une femme aux cheveux bruns doux et aux yeux calmes. Elle m'a demandé si je voulais du café ou de l'eau. J'ai dit non. Elle m'a conduite dans un couloir silencieux, le tapis étouffant nos pas. Quand elle a ouvert la porte de la salle de conférence, j'ai vu le président debout près de la fenêtre. Il s'est tourné au son de la porte, son visage s'est adouci quand il m'a vu, non pas avec pitié, mais avec quelque chose de plus chaleureux, quelque chose comme du respect. Puis j'ai remarqué Étienne au fond de la table. Il s'est levé quand je suis entré, les mains derrière le dos dans cette posture militaire instinctive. Il m'a fait un petit sourire, du genre qui dit « Tu n'as pas à faire ça seul, même si tu es entré en pensant que tu le serais. » Nous avons tous pris place. Le président a joint ses mains sur la table et m'a remercié d'être venu. Il a dit qu'il savait que cette semaine n'avait pas été facile pour personne et qu'il appréciait ma volonté de parler ouvertement. Il m'a demandé de lui dire ce que je voulais qu'il sache, avec mes propres mots. Je me suis assise et j'ai laissé la pièce s'installer autour de moi. Je lui ai raconté ce qui s'était passé cette nuit-là. La façon dont la voix de mon père s'était élevée, les rires autour de la table, le choc qui avait figé l'air quand la vérité s'était échappée de l'appel téléphonique du président. Je lui ai raconté la partie que personne d'autre n'avait entendue. Les années de petites coupures, de pics publics et d'humiliations silencieuses. J'ai gardé ma voix stable. Je ne l'ai pas élevée.
Je ne l'ai pas adouci. J'ai juste parlé comme je l'avais fait dans les blocs opératoires quand tout dépendait de la clarté. Quand j'ai eu fini, le président a hoché la tête lentement. Il m'a remercié d'avoir dit la vérité, pas la version adoucie, pas celle qui aurait été plus facile pour lui à entendre. Il a dit qu'il avait parlé à chaque témoin à la table ce soir-là et à la plupart des gens qui avaient envoyé des messages par la suite. Il savait exactement ce qui s'était passé. Il a dit qu'il aurait souhaité que mon père soit honnête dès le début, mais que la peur l'avait poussé à chercher des excuses à la place. Il s'est penché en avant, son expression sérieuse. Il a dit que le leadership se mesurait à la façon dont une personne traitait les gens qu'elle croyait ne pas pouvoir affecter son avenir. Il a dit que mon père était bon dans son travail, mais que le conseil d'administration devait déterminer s'il pouvait représenter les valeurs de l'entreprise maintenant au plus haut niveau. Puis il m'a regardé et a dit qu'il voulait savoir comment je voulais procéder. Pendant un moment, je n'ai pas pu parler. Personne ne m'avait jamais demandé ce que je voulais en ce qui concernait mon père. Personne n'avait jamais attendu d'entendre ce qui arrangerait les choses pour moi. J'ai pris une profonde inspiration et je lui ai dit que je ne voulais pas voir mon père démoli. Il avait travaillé trop dur pendant trop longtemps. Je lui ai aussi dit que je ne voulais pas le protéger des conséquences qu'il avait méritées par ses propres choix. J'ai dit que je voulais l'équité, ni plus, ni moins. Le président a de nouveau hoché la tête. Il a dit que c'était exactement ce qu'il espérait que je dirais parce que l'équité était la norme qu'il avait l'intention d'utiliser. Puis il s'est légèrement déplacé et a regardé vers Étienne. Étienne a croisé mon regard un moment avant de parler. Il a dit qu'il voulait me remercier à nouveau, non seulement pour lui avoir sauvé la vie, mais pour avoir fait preuve de courage dans une pièce où il était plus facile de se faire petit. Il a dit qu'il parlait avec son père depuis des mois de la création d'un pont entre les mondes médical et militaire, un petit programme consultatif basé sur l'expérience plutôt que sur la politique. Il a dit que si j'étais d'accord, il voulait que je rejoigne ce programme, non pas comme un geste symbolique, mais comme quelqu'un dont le jugement et la formation pourraient changer la façon dont les soldats blessés étaient soutenus à leur retour. Il a dit que ce serait flexible. Que cela respecterait mon travail à l'hôpital et que cela me donnerait une place à une table où ma voix était nécessaire. Le président a ajouté qu'il voulait aussi me nommer pour un prix médical régional pour le travail en traumatologie d'urgence. Il a dit qu'ils aimeraient faire un don en mon nom à un programme qui fournit un soutien en santé mentale aux anciens combattants. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine, quelque chose de chaud et de lourd à la fois. Toutes les années de travail dans l'ombre. Toutes les nuits passées seul après une opération pendant que l'hôpital se taisait. Tous les moments où je me demandais si ce que je faisais aurait jamais de l'importance au-delà des personnes sur la table devant moi. Soudain, on m'offrait un endroit où mon travail n'était pas caché. Il était vu. J'ai dit oui. Ma voix n'a pas tremblé. Le président a souri. Étienne a laissé échapper un souffle que je n'avais pas réalisé qu'il retenait. Nous avons parlé un peu plus longtemps, passant en revue les détails, discutant de ce à quoi ressembleraient les prochaines étapes. Quand la réunion s'est terminée, le président s'est levé et a demandé s'il pouvait me raccompagner lui-même. En traversant le couloir, il m'a dit quelque chose qui m'a serré la gorge. Il a dit que son fils avait failli mourir. Et quand un père fait face à la possibilité de perdre un enfant, il n'oublie jamais les mains qui ont maintenu cet enfant en vie. Il a dit qu'il me serait reconnaissant pour le reste de sa vie, peu importe ce que son entreprise ferait ou ne ferait pas. Devant la salle de conférence, mon père se tenait près de l'ascenseur. Il devait attendre la fin de la réunion. Son manteau était drapé sur un bras. Ses yeux étaient fatigués. Il a d'abord regardé le président, puis moi. Le président lui a fait un signe de tête poli, puis s'est excusé avec l'assistante. Quand les portes se sont refermées derrière eux, mon père s'est avancé, s'éclaircissant la gorge. Il a dit qu'il avait entendu dire que les choses s'étaient bien passées. Sa voix était hésitante, prudente, comme s'il avait peur de dire quoi que ce soit trop fort. Il a dit qu'il voulait me remercier d'avoir parlé équitablement. Il a dit qu'il savait que je n'y étais pas obligé. Il n'y avait pas de blague, pas d'apitoiement sur soi, juste un homme essayant de dire quelque chose qui ne lui venait pas naturellement. Je lui ai dit que j'acceptais ses remerciements. Puis je lui ai dit autre chose. J'ai dit que je lui pardonnais. Mais que pardonner ne signifiait pas oublier. Cela signifiait que je choisissais d'avancer sans porter le poids du passé. J'ai dit qu'à partir de maintenant, je ne laisserai personne me traiter comme il l'avait fait, y compris lui. Il a hoché la tête une fois, un mouvement petit,
presque raide, mais c'était réel. Pour la première fois, il m'a regardé comme une personne, pas comme un miroir qu'il aurait aimé pouvoir réparer. Nous sommes sortis ensemble. La neige tombait à nouveau, légère et douce. Il a ouvert la bouche une fois, peut-être pour dire au revoir, peut-être pour dire autre chose, mais il l'a refermée et m'a fait un autre signe de tête à la place. Je l'ai regardé marcher jusqu'à sa voiture et partir. Le vent a soulevé la neige qui tombait, la faisant tournoyer autour de moi. Je suis resté dans le parking une longue minute, laissant le froid pénétrer dans mes poumons et la chaleur s'installer dans mes os. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'être pleinement dans ma propre histoire, sans me cacher derrière le silence, sans me faire petite pour que quelqu'un d'autre se sente grand. Je me sentais vu. Je me sentais stable. J'avais l'impression que la route devant moi était à moi de la choisir. Et en retournant à ma voiture, je savais exactement ce que je voulais dire à quiconque s'était déjà senti petit dans sa propre famille.